Salut à toi qui veut prendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela avec les grenouilles. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais te parler de la gravité des choses. À quel point les choses peuvent être graves et pourquoi est-ce que les choses peuvent être graves ou pas. En réalité, qu'est-ce qui rend quelque chose de grave? Dernièrement, tu sais, avec toute cette histoire de virus, de machin et tout, on a pu entendre plein de fois « Oui, mais je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est très grave ce que vous dites, c'est très grave ce que vous faites, c'est très grave ci, c'est très grave ça. » Et on va mettre de la gravité, de la gravitude, comme disait l'autre, partout. Partout, et alors, c'est comme, tu sais, on tend quand même chaque fois plus vers le modèle on n'est pas encore à ce point, hein, mais le modèle américain, quoi, où tout le monde peut être, comment est-ce qu'ils disent, j'ai oublié le terme, ouais, I'm offended, où les gens sont offensés. Pour tout et n'importe quoi, pour ce que tu dis, pour ce que tu portes, pour ce que tu penses, ils peuvent être offensés de tout. Et tout d'un coup, on va t'attaquer sur ce que tu dis, ce que tu penses ou quoi que ce soit, parce que moi, ça m'offense, moi, ça me touche. Et on tombe comme ça dans une espèce de dictature de la pensée qui est insupportable, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'une chose soit grave ou pas? Eh bien, là où j'ai poussé ma réflexion ce matin, je vois qu'il y a deux choses. Peut-être que je t'en rajouterai d'autres à un autre moment, mais il y a l'importance que ça a pour toi. Si quelqu'un, je ne sais pas moi, si quelqu'un met un bon exemple, la nourriture péruvienne est une des plus grandes gastronomies mondiales. Ils ont des quantités de plats qui sont incroyables, ils ont des trucs qui sont excellents, ils ont des plats qui sont vraiment typiques de chez eux, dont notamment el ceviche. Ceviche, c'est du poisson cru avec du jus de citron, mais baigné dans le jus de citron, avec des oignons, du camote c'est de la patate douce, du maïs péruvien, donc c'est des gros maïs et tout. Et avec le citron, il cuit un petit peu, au fait. Et ça, c'est le plat presque typique péruvien. Et il est connu dans le monde entier et tout ça. Et donc, pour un Péruvien, ça a son importance. Et on avait été visiter une amie et qui dit à ma femme, regarde, j'ai fait du ceviche et en plus c'est super bon, regarde, j'ai rajouté de la sauce tomate. Et ma femme qui est très polie, elle goûte, ah oui c'est bon et tout. Et après quand elle est sortie, elle était hors d'elle, elle dit mais enfin comment est-ce qu'on peut mettre du ceviche, de la sauce tomate dans le machin, dans le ceviche et tout ça. Moi personnellement, j'en avais rien à battre, j'en mange pas, donc j'en avais rien à battre. Mais pour elle, c'était important. Donc pour elle, du coup, le niveau de gravité peut être plus important. Donc c'est l'importance que ça a pour toi. Pour moi, effectivement, quand j'entends des pseudothérapeutes ou des... Oh, quelle connerie de dire ça, des pseudothérapeutes. Enfin, des gens qui vont dire des énormités quand ils travaillent avec d'autres personnes, c'est la totale, quoi. J'ai les hélicoptères, j'ai la grenouille, j'ai tout ça. C'est une conspiration. Et donc, quand je vais entendre ça, ça va m'énerver. Quand je vais entendre des gens... J'ai l'impression qu'elles se rapprochent comme ça pour qui est plus près. C'est comme moi, par exemple, quand j'entends quand j'entends quelqu'un qui va dire l'addiction, c'est une maladie. Ça va me mettre hors de moi. Mais quelqu'un qui n'en a rien à foutre, qui n'est même pas addict à rien, il s'en fout. Donc pour lui, c'est pas grave. Donc il y a l'importance personnelle, donc c'est la subjectivité. Et ensuite, il y a la signification. La signification qu'on va donner au truc. La signification, c'est par exemple dire le terme négro, quoi. Négro, ça a une signification, une connotation que ça peut avoir, ou comme être entaché d'antisémite. D'un coup, là, c'est une grosse signification. Et c'est des notions qui peuvent être entrevêchées, hein. Mais donc, c'est vraiment la signification et l'importance que ça a pour toi. Et donc, dès que ces trucs-là vont être touchés, les choses vont pouvoir être graves ou pas. Et donc, je vais te donner quelques exemples. Il y a par exemple la nudité. La nudité est quelque chose de très naturel pour certains,
est quelque chose de très grave pour d'autres. Ça fait du bien quand j'arrête. Moi, personnellement, je m'en fous. Je m'en fous, je suis absolument pas pudique. Je pourrais tout à fait aller sur une plage de nudistes. Ça m'est déjà arrivé de me baigner à poil. Moi ici, je prends une douche et voilà, ma femme, mon fils ou quoi. Il y a pas de souci avec ça. Et comme il n'y a pas de souci avec ça, il n'y a pas non plus de connotation, de sous-entendu ou de quoi que ce soit. Par contre, si toi, la nudité, c'est quelque chose à la fois de très personnel et uniquement pour ton conjoint en moment de relation sexuelle, tout de suite, la nudité, ça prend un autre aspect, quoi, tu vois. Et par exemple, moi, j'ai commencé par le massage, donc masser des corps dévêtus, je l'ai fait. Et donc, je l'expliquais souvent avec des gens, parce que des fois, j'avais des mecs qui me disaient « Ouais, mais bon, ça t'excite pas et tout ». Je dis « Mais non, parce que parfois, je peux être occupé à masser une fesse. Et une fesse, dans mon optique, c'est super important. Parce que la fesse, c'est comme les pieds. Il y a plein de terminaisons nerveuses, on est souvent dessus. Et ça, par exemple, la fesse, c'est comme la main ou le pied ou la tête. Et c'est une partie du corps que rien qu'en travaillant sur celle-ci, tu peux vraiment détendre tout le corps. Et donc moi, quand j'étais sur la fesse, j'étais sur le muscle, sur des points particuliers, sur le côté, sur le flanc, sur lequel tu appuies, qui peut être douloureux, mais qui va relâcher tout. Et donc là, moi, je suis vraiment en train de travailler sur une zone qui a son importance. Je ne suis pas, pour le dire grossièrement, occupé à tripoter un cul. Je suis occupé à travailler sur un enchevêtrement de muscles, de tendons, de masse, de machin qui permet de relâcher vraiment d'abord le bas du dos, la jambe et tout ça. Donc, excusez-moi, quand tu penses à ça, tu n'es pas connecté à l'excitation. Et donc, moi, si quelqu'un me voit nu, c'est pas, il a pas vu mon âme, il a pas vu. Et si je vois quelqu'un nu, je vais pas spécialement avoir envie de quelque chose. Et il y a, par exemple, les gens qui ont plutôt cette vision-ci. Par exemple, si tu te mets nu devant un enfant, ils vont penser tout de suite des choses malsaines. Mon fils, il est né à poil. Moi, je suis né à poil. Moi, je me lave à poil. Mon fils se lave à poil. Il n'y a aucune... il n'y a aucun... tu sais, pour un enfant, un zizi ou une zézette, ce n'est pas quelque chose de sexuel. C'est l'adulte qui va mettre une connotation sexuelle là-dessus parce que lui, dans sa vie, il met une connotation sexuelle. Mais un enfant, c'est absolument pas ça. Donc quand il voit un père nu, il se dit pas... je vois, non, voilà, ça fait partie du corps, c'est comme ça, lui il en a un, l'autre il en a un, et la maman elle a plutôt ça, et des fois il peut poser des questions, mais il n'y a rien de sexuel. C'est la personne qui, elle, dans sa tête, est plutôt ici, et met une connotation sexuelle, et peut même, elle, à l'intérieur d'elle, avoir ce genre d'idée, qui va projeter sur la personne qui fait ça. J'ai un ami qui changeait sa fille, et qui changeait les langes et qui la chatouillait comme ça et dit « Ah, toi, ça te fait rire ça hein ?» Et la belle-sœur, qui est une malade mentale, a été portée plainte pour pédophilie parce qu'il rigolait quand sa fille était nue devant lui. Elle était nue parce qu'il était en train de la changer. Et donc, le problème n'est pas dans mon pote qui était en train de changer sa fille, qui a un geste quand on est le père d'un enfant qu'on fait des centaines de fois, j'espère, et quand on ne le fait pas, c'est bien triste. La maladie est ici. De la même manière que je te disais, dans la mouvance américaine de « I'm offended », je suis offensé, le problème se trouve dans la personne offensée beaucoup plus souvent que dans la personne qui envoie le truc. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a... j'avais eu plusieurs exemples, mais il y a... Ah, j'ai perdu mes exemples. Voilà, il y a l'argent. Il y a l'argent, quelqu'un tout d'un coup qui va exposer son argent et que l'autre peut être offensé en disant qu'il utilise son argent de manière malsaine. C'est à chaque fois, c'est deux manières. Quand t'es parent, c'est le fait de faire pipi ou faire caca. Je veux dire...
les mamans peuvent vous le dire, mais voilà, quand on est papa comme moi, je peux vous le dire aussi, ce genre d'intimité, quand on a des enfants, ben on l'a moins. Hein, on est obligé de s'enfermer, mais si on ne s'enferme pas, ben, l'enfant il peut rentrer. Parce que pour l'enfant, c'est normal, il n'y a rien de mal là-dessus. Et on peut être assis sur le pot et l'enfant vient, me dit hey, regarde papa, j'ai... Ah ouais, super, ok, merci, ça va, ben, tu fermes la porte en sortant. Mais à partir du moment où nous, on ne met pas plus que ça, pour l'enfant, on n'en met pas plus que ça. Et donc, il y a vraiment plein de trucs comme ça. Et donc ici, dans la situation en plus dans laquelle on est, où on va mettre du truc lourd sur tout ce que l'un dit, sur tout ce que l'autre pense, sur tout ce que c'est, sur tout ce que l'un a une pensée pour un truc, l'autre a une pensée pour un truc, c'est le bordel. Et le fait de rester tellement dans la surréaction par rapport à ta manière de penser, à ton paradigme, à ton truc, t'es tellement là-dessus, et ça c'est la vérité, il n'y a que ça qui compte, et si tu penses autre chose, c'est pas bien, c'est mal, et alors on se retrouve dans des situations, dans ces phrases terribles que j'ai déjà entendues, et pas longtemps, pas à moi, mais on l'a dit à quelqu'un d'autre, parce que moi j'attends celui qui va me le dire à moi, c'est tu es avec moi ou tu es contre moi, tu es avec nous ou contre nous. Où tout d'un coup, on part dans cette vision manichéenne où c'est blanc ou c'est noir. Et ça, c'est l'ennemi de la pensée. C'est l'ennemi de l'intelligence. C'est l'ennemi de quelque chose qui va pouvoir t'aider à avancer pour pouvoir trouver peut-être une solution à la situation dans laquelle tu te trouves. Et ça, c'est l'horreur. Et tu te rends compte que cette gravité est complètement artificielle à partir du moment où tu peux aller voir pourquoi est-ce que c'est grave, pourquoi est-ce que ça a une signification pour toi. Et peut-être à un moment faire la paix avec ça et te rendre compte que finalement, ben non, c'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. J'ai eu les vidéos qui ont fait le plus de vues sur ma chaîne, c'est les vidéos que j'ai fait sur les jeûnes. J'ai fait 2 vidéos sur le jeûne intermittent. Une, la toute première fois où j'avais fait un jeûne sec et je suis parti sur 3 jours de jeûne sec. Là, j'ai des commentaires incroyables. Et ensuite, j'ai fait une autre où j'expliquais le changement que j'avais eu en 6 mois. Et à un moment, moi, quand j'ai fait ces 2 vidéos-là, je pratiquais le jeûne sec. Avant, je le faisais à hydrique. Et là, j'ai pratiqué le jeûne sec. Et il y a eu des personnes qui ont eu des discussions en commentaire jusqu'à s'insulter, pas parce que l'une était pour le jeûne et l'autre était contre le jeûne. Non, non, c'est parce qu'il y en a une était pour le jeûne sec et l'autre était pour le jeûne hydrique. Donc, on est dans la niche de la niche de la niche. Ça veut dire que ces gens-là sont d'accord sur, je sais pas moi, 80, 90, 90% des choses, ils sont d'accord, même peut-être 95, 95%, ils sont d'accord, mais il y a un détail sur lequel ils ne sont pas d'accord, et tout d'un coup, eux estiment que c'est grave, parce que ça a une signification pour eux, parce que ils donnent une importance là-dessus, et tout d'un coup, ils commencent à se bouffer le nez, et moi je leur dis, mais vous vous rendez compte le ridicule de votre conversation ? Où vous êtes d'accord sur la couleur, mais la teinte est un peu différente, et tout d'un coup, l'autre, c'est l'antéchrist, quoi. C'est le diable. Ça n'a pas de sens. Ça. Tout d'un coup, on laisse la subjectivité prendre la place sur l'échange qu'on peut avoir. Et ça, c'est débile. Ça n'a pas de sens. C'est comme le langage aussi est là-dessus, les gros mots par exemple. Moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'avaient fait des commentaires parce que je dis des gros mots parfois dans mes vidéos. Et vous m'avez pas entendu quand je fais pas des vidéos, mais pour moi, l'importance des gros mots, elle est dans le fait que parfois ça peut être succulent, parfois ça peut être drôle, parfois moi je suis spécialiste dans le fait de trouver une image complètement grossière qui va exprimer vraiment la situation dans laquelle on est. Et ça rend le truc super drôle pour moi c'est super drôle. Mais si toi tu es plutôt non un gros mot ou non c'est terrible, eh bien forcément tu vas pas apprécier ça.
Et tu vas mettre une connotation de drague, de sale, de mal élevé, je sais pas moi, de mal éduqué, de ci ou ça. Alors que moi, ça n'a rien à voir avec mon éducation, ça a à voir avec le fait que ce soit drôle, le fait que ce soit plus percutant. Hein, parce que quelque chose qui va être percutant va s'ancrer beaucoup plus. Et simplement, c'est ma manière de m'exprimer, parce que de nouveau, c'est pareil, l'éducation. L'éducation, pour certaines personnes, ça va être ci, ça va être ça. Pour d'autres personnes comme moi, c'est beaucoup plus vulgaire pour moi. Une multinationale qui va aller piquer l'eau dans un pays où les gens autour d'eux n'auront plus d'eau pour boire, et en plus l'eau qu'elle va rejeter va être sale et va foutre en l'air. Pour moi, ça c'est beaucoup plus vulgaire que quelqu'un qui va dire fils de pute, enculé ta mère ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est beaucoup plus condamnable que quelqu'un qui va parler comme ça. Ou même quelqu'un qui va parler de oh wesh wesh sur le Coran, la vie de ma mère. Et où tout d'un coup, des gens qui parlent comme ça vont être stigmatisés parce que oui, c'est des étrangers, c'est des gamins de rue, c'est des trucs. Et le problème, c'est que ça t'empêche de voir ce qu'il y a derrière. Ça t'empêche de comprendre. Et ça veut dire que si quelqu'un on va revenir à la manipulation, tu as quelqu'un d'un peu aguerri aux méthodes de manipulation qui va voir comment est-ce que tu fonctionnes, simplement en utilisant les mots qu'il sait que qui vont te plaire, ils vont t'emmener dans des endroits où tu veux. Et c'est ce qui se passe avec Macron. Macron, il arrive avec, où il englobe à la fois une manière de bien parler, parce qu'il utilise beaucoup plus de mots que les autres précédents, et à la fois, tout d'un coup, il va apparaître avec ses chemises retroussées, parce que ça donne l'illusion de quelqu'un qui est prêt à mettre la main dans le cambouis, et il va utiliser le en même temps, hein, en disant ce qui t'intéresse toi, et ce qui t'intéresse toi, c'est ce qu'il avait fait au moment des terroristes, hein. On va faire ci, mais en même temps on va faire ça. Et toi, j'avais fait une vidéo là-dessus, et toi, tu vas prendre ce qui t'intéresse à toi, et donc tu vas le suivre, et donc tu vas te faire avoir, parce qu'au bout du compte, ni l'un ni l'autre ne va être respecté dans ce qu'il voulait au départ. Et donc, c'est important que tu ailles voir derrière ce qu'il y a de grave. Et parce que ce qu'il y a de grave, c'est aussi quelque chose qui va te polluer. Parce que c'est quelque chose qui va te faire réagir. C'est quelque chose qui va t'emmener dans la colère, qui va t'emmener dans l'exaltation. Moi, ce travail là-dessus m'a libéré énormément. Parce qu'avant, pour moi, il y avait plein de choses qui étaient graves. Et il fallait se battre pour ces choses-là. Et je me retrouvais à avoir des discussions qui duraient des heures et des heures et des heures. Sur Facebook, sur les réseaux sociaux, parce qu'il y avait un homme politique qui avait dit ça, et que c'était très grave, et qu'il fallait défendre ça, et qu'il fallait... Et maintenant, honnêtement, par contre, j'ai toujours ce mécanisme, et si à un moment quelque chose me paraît grave, je vais y aller, mais j'ai éliminé tout un tas de choses qui finalement étaient faussement graves, parce que ça n'avait pas un vrai impact. Le boucan. J'ai une voisine qui habite là-bas, ça doit faire, je sais pas moi, 100, 150 mètres. Je sais que cette période-ci est très difficile pour elle. La première année, elle est devenue un peu dingue avec les grenouilles. Et moi, ça me plaît. Là, honnêtement, voilà. Là, je me mets à cet endroit-ci, quand je me mets à cet endroit-ci, j'utilise quand même les endroits par rapport à la lumière. Je suis sur cet endroit-ci parce qu'à cette heure-ci, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir trop d'ombre. Honnêtement, là, je suis un peu près. Je suis un peu près parce que j'ai l'impression de crier pour que tu m'entendes. Mais quand je suis chez moi, avoir ça en fond, c'est agréable. Mais donc, de nouveau, tu te rends compte que ce qui est grave, ce n'est pas la chose en tant que telle. Ce qui est grave, c'est la signification et l'importance que toi, tu vas lui mettre. Et cette signification et cette importance, c'est des choses sur lesquelles tu peux travailler. Quel que soit le truc, ça ne veut pas dire qu'au bout du compte, il n'y a pas des choses qui sont graves ou pas, mais que tu peux reprendre l'énergie que tu vas mettre et ou que tu vas perdre dedans. Et quand tu peux évacuer tout ça, des fois à ce moment-là, tu peux trouver une solution qui va être beaucoup plus écologique pour toi. Ça veut dire qu'il peut t'amener, toi, à avoir la paix sans tout le brouhaha. Tu vois, c'est un peu comme maintenant. Tout d'un coup, ça se calme. Tout
d'un coup, t'as moins de bruit. Quand il y a moins de bruit, tu peux mieux réfléchir, tu peux mieux aller vers. Et le fait de travailler sur tout ça, ça va te permettre de non seulement de mieux réfléchir, mais de tout d'un coup, quand le bruit à nouveau remonte, ne plus partir dans l'excitation. Et c'est ce qui te met, tu sais, il y a souvent ces mouvements quand il y a un crime atroce qui arrive, généralement à des enfants, à des personnes faibles, des enfants, des personnes âgées ou quoi que ce soit, et tout d'un coup on monte dans la surréaction et c'est grave, et du coup il faut tout enfermer, il faut arrêter tous les avantages qu'on peut donner aux prisonniers, aux machins et tout, parce qu'on est dans la surréaction, et la surréaction est super mauvaise conseillère. Et ça, et c'est dans ces moments-là, quand tu es dans la surréaction, tu dis des conneries que tu regrettes d'avoir, tu pars dans la colère, tu dis des choses que tu regrettes d'avoir dit, tu fais des choses que tu regrettes d'avoir faites. Et c'est dommage parce que des fois, ça peut avoir un impact qui est difficilement je sais pas moi, les gens qui s'emportent et qui tout d'un coup vont mettre des claques, vont mettre des coups, c'est difficile de revenir en arrière, tu vois, tu peux pas défaire ça comme si ça n'avait jamais existé. Et par exemple, un autre exemple de choses qui sont graves ou pas, c'est voilà, hier il y a mon meilleur pote qui est venu et il me dit ouais regarde j'ai accroché ma bagnole, je dis ouais mais regarde moi j'ai accroché la mienne, et on disait ça ouais c'est con et on en rit un peu, mais il y a des types ils accrochent leur voiture mais c'est la fin du monde quoi, ils viennent, il y a une petite griffe ou quoi, ces gens-là seraient prêts à tuer, seraient prêts à taper pour un truc de leur voiture. Mais de nouveau, ce que je veux te dire là-dedans, c'est que rien n'est grave. Rien n'est grave. C'est la signification que tu vas le mettre qui est grave. Et tu peux te sortir. Il y a des gens qui ont été abusés, il y a des gens qui ont été maltraités, il y a des gens qui ont été... et qui ont décidé que... ce qui pourrait être plus grave, c'est de laisser ça entacher toute leur vie complète et qui décident de vivre à la place. Et il y a des gens qui voient ça, il y a des gens qui passent leur vie à voir ça et à être malheureux. Il y a des gens ici en Belgique, en 95, il y a eu l'histoire Julie et Mélissa, et il y a des gens, tu parles de ça et ils sont encore énormément activés. Et de nouveau, je ne suis pas occupé à te dire que c'est bien ou c'est pas bien, je suis juste occupé à te dire qu'ils sont activés, qu'ils sont blessés, qu'ils sont pour quelque chose dans lequel ils n'ont pas de... Tu peux rien y faire, tu vois, si je prends l'histoire de Julie et Mélissa, les pauvres petites filles sont mortes depuis longtemps, Dutroux il est en prison, donc d'une certaine manière t'activer pour ça, tu peux rien changer, tu peux plus rien faire par rapport à ça. Donc t'activer pour ça, c'est t'activer pour rien. C'est de nouveau les 10% de stress et les 90% de stress que tu t'infliges toi. Et ça te fait du mal à toi et ça entache les décisions, les comportements que tu peux avoir par rapport à d'autres choses. Et donc c'est inutile, pour moi c'est inutile de continuer à garder ça. Mais à nouveau, ce n'est pas parce que tu vas te libérer de la surréaction que tu vas te comporter en quelqu'un qui n'en a plus rien à foutre. C'est pas parce que je vais me libérer de l'impact et de la douleur que m'a fait cette histoire avec des petites filles qui sont fait violer que tout d'un coup on peut violer une petite fille à côté de moi. Pas du tout, c'est absolument pas ça. C'est comme ce que je dis aux personnes qui traitent les phobies, des gens qui ont peur de lâcher leur phobie parce qu'elles se disent si je lâche mes phobies, je vais peut-être me mettre en danger. Je dis non, c'est pas parce que tout d'un coup tu libères ta phobie de l'araignée que tu vas aller mettre ta main dans un nid de veuve noire. Parce que quelqu'un qui n'a pas peur de l'araignée ne va pas le faire. Parce que simplement ça, c'est un comportement dangereux qui n'a pas de sens. Et donc pareil, c'est pas parce que moi je vais me libérer d'une activation que je peux avoir par rapport à quelque chose que j'ai vécu que du coup je vais laisser que ça arrive à côté. Juste que je vais pouvoir avoir peut-être une meilleure réaction qui va être plus adéquate et qui va avoir plus d'impact à ce moment-là parce qu'il n'y aura pas toutes ces émotions. Donc, jette un coup d'œil, fais un état des lieux sur les choses qui sont graves pour toi dans la vie. Et essaye de voir qu'est-ce qui les rend graves. Quelle est la signification que ça peut avoir, quelle est l'importance que tu y mets. Et si tu ne peux pas bosser sur une des deux, juste pour te libérer de la surréaction. À nouveau, ça ne veut pas dire que tout d'un coup tu laisseras ça faire sans sourciller, mais qu'à un moment tu peux libérer ce qui est superflu pour pouvoir
laisser à ce moment-là ton cerveau avoir la meilleure réaction à ce moment-là. Donc voilà, reprendre le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime. Je te rappelle que ici, en lien de ma vidéo, je te laisse un lien pour t'inscrire à la masterclass qui est organisée par mon ami Michel Wozniak. Il y a deux masterclass qui vont être faites, une par John Laval et une par Richard Bandler, qui sont, Bandler est le co-créateur de la PNL. Laval doit être un des plus grands pratiquants de la PNL, et c'est une masterclass qui est gratuite. Il y en a une c'est le 16 et il y en a une c'est le 26 mai. Tu as tout là en dessous, c'est gratuit et franchement ça vaut le détour. Vas-y, c'est vraiment, tu vas apprendre plein de choses. Il y a une traduction, tu vas vraiment apprendre plein de choses qui vont te permettre de comprendre. Tu sais, les techniques que j'utilise sont basées sur la PNL. La plupart des techniques qui sont efficaces maintenant pour travailler sur des choses ont une base à un moment ou l'autre de la PNL. Donc c'est super important d'aller l'entendre. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires, fais l'état des lieux sur les choses et vois ce que tu peux travailler ou pas. Allez, à très bientôt. Salut!